Regarde, tu te souviens de Saint-Vincent de Paul quand on est venu, Oui. quand on voulait faire les photos de la nef, la frise. Regarde ce que je trouve là sur Wikipédia. Voilà, tiens, je vais te montrer ça. Bah, tu vois qu'on aurait eu beaucoup de mal à photographier. Ah oui, c'est en hauteur. Tellement elle est haute. Mais là, on voit les personnages que je voulais montrer. On voit les hommes de ce côté-ci, on voit les femmes là. Alors là, on ne voit pas bien sur cette image-là. J'en ai trouvé une autre que j'ai agrandie. Voilà, là, on voit bien. Détail de la frise, peinte par Hippolyte Flandrin. Et tu vois, celle-là, je l'ai agrandie pour qu'on voit mieux. Alors, si l'ordinateur veut bien. Voilà. Voilà nos personnages. Alors, c'est pas mal. J'apprends plein de trucs avec ça. Donc, c'est Hippolyte Flandrin qui a peint. Ouais. Voilà, on voit bien là. Donc ça, c'est un détail de la frise qu'on peut voir quand on est à l'église. En tout cas, quand on a la chance d'être en hauteur, parce que t'as vu, c'est très haut. Hein, donc ça, c'est un détail qu'on retrouve là-dedans. Tu te rappelles quand Pierre m'a donné ce livre? Oui. J'avais quand même des soucis. C'est C'est pas un lumineux. livre, hein, c'est une suite de lithographies. Alors, je vais te montrer. Parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'indication. Ça se présente comme ça. Voilà. La seule page de texte. Ah oui, Frise d'accord. de la nef de l'église Saint-Vincent de Paul. C'est pour ça que je voulais qu'on y aille. Peinte par Hippolyte Flandrin. Reproduite par lui-même en lithographie. C'est-à-dire la lithographie. Alors voilà, tu vas voir de suite. Et ça commence comme ça. Et tu as une suite de dessins reproduits en lithographie. Alors la lithographie, ça arrive dans l'histoire du livre au 19e siècle. C'est une nouvelle façon de reproduire des dessins pour l'imprimerie, hein, parce que jusqu'à présent on faisait des gravures sur du bois ou sur de l'acier, du cuivre, et donc une gravure ça consistait à graver, à enfoncer ou un outil, à faire des creux et des reliefs en attendant, en tout cas dans la matière, et l'encre allait ou bien dans les creux ou bien sur les bosses. Et un Allemand a trouvé une technique beaucoup plus facile pour reproduire des dessins sur une pierre qu'on polit, une pierre grande comme le dessin, qui est épaisse d'à peu près 10 cm, où l'artiste dessine directement sur la pierre au crayon ou à la plume ou au pinceau avec une encre grasse. Et en fait, l'idée, c'est que la pierre va garder le gras, on va mouiller la pierre et on va ensuite appliquer de l'encre dessus. L'encre va se mettre sur les zones grasses. Là où c'est mouillé, ça repousse l'encre et on passe une feuille sur la pierre pour obtenir une reproduction. C'est beaucoup plus rapide. Effectivement, ça permet de recopier, entre guillemets. Oui, on peut. Alors, ça explose, hein, du coup, les images au 19e siècle. Hein. Tous les journaux se mettent à la lithographie, tu vois beaucoup de caricatures, tu vois. C'est un procédé formidable. Alors là, ça m'étonne un peu parce que... Donc c'est un livre du 19e, c'est ça? Ah, ça, c'est du 19e. Déjà, il est monté pareil. Comme c'est une suite d'images, il est monté sur onglet. Et puis là, moi, j'ai un indice qui est quand même assez précieux. C'est ce papier qui est marbré. Ça s'appelle du papier Annonay coulé. C'est un Annonay, de la ville d'Annonay. Coulé, parce que c'est des gouttes comme ça qui coulent. Et là, celui-ci, il est coulé sur un papier, sur un fond de couleur. C'est typique des années 1850. Donc, quand il m'a montré ce livre, Pierre, je me suis dit, déjà, on doit être aux alentours de 1850. Surtout qu'à l'époque, avec ce papier, on le mettait à l'extérieur. On aimait bien couvrir les plats avec ce papier. Sinon, pour le reste, tu vois, il est... D'ailleurs, c'est un beau livre parce qu'il a une belle qualité de maroquin. Bon, il est abîmé. Il est grand, il est abîmé. Mais c'est tout ce que j'ai comme information. Alors, c'est pour ça que je voulais te montrer ça. Parce que ça m'a fait tilt. Regarde.
quand on agrandit, on voyait d'ailleurs des palmiers. Là, il n'y a pas de palmiers. Mais en réalité, tous les groupes de saints dans l'église sont séparés par un palmier. Donc tu as ta grande frise qui représente les hommes d'un côté. Donc tu as des groupes. Là, c'est le groupe des saints évêques qui vont être entre deux palmiers. Et là, sur l'image que j'ai trouvée sur Wikipédia, on voit bien, ici et là, on a les deux personnages qu'on retrouve là. Avec tchouk, un palmier. Le palmier, c'est, si tu veux, c'est comme pour moi ma page. Oui. Je change de page. Et qu'est-ce que je vois à la suite? Notre autre saint, là, qui tient une fleur. Tu vois, c'est vraiment le même. C'est Saint Joseph. Hein. C'est une reproduction exacte. C'est le même. Et tu regardes les détails. La petite, ici, là, on va voir la canne. C'est dommage parce que on ne voit pas bien les yeux des personnages, mais c'est la même. Le petit doigt, il est bien dans cette position. Ici, on voit un détail. Regarde, on voit les maillons de la chaîne et le petit crochet, je ne sais pas ce que c'est. De la même manière ici. Si tu veux, ça me fait penser que ce n'est pas un dessin préparatoire. C'est pas, tiens, je vais présenter un projet et ensuite je vais le réaliser. On dirait vraiment une copie. On voit, alors là, ça s'arrête sur, je crois que c'est Charlemagne, là. Charlemagne, il est coupé. Voilà, bon, je n'ai pas la suite. Mais en attendant, ce qui me frappe, c'est les détails, tout est bien en ordre et il y a la procession entière. La suite est complète. Il y a tous les saints, ils sont tous à l'église, on peut les voir tels quels. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu démarres le livre, quand tu comprends cette procession, les personnages qui lancent la procession, c'est... Voilà, on les voit là. Oups, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul qui donnent, j'ai envie de dire, le signal. Hein. Donc l'un donne sur sa gauche, l'autre sur sa droite, l'Orient et l'Occident. Et là, il l'a mis à la fin. Or, c'est le début de son histoire. Donc je me dis que s'il voulait présenter un projet, il aurait peut-être quand même commencé par le début, en montrant le départ de la procession et l'arrivée. L'arrivée, je vais te la montrer. C'est très lourd. Voilà. Tu vois? Oui. Regarde, l'arrivée, c'est là. C'est la première page. Et c'est la dernière chose qu'on voit ou non, Eh la ben, première? C'est la première chose qu'on voit quand on arrive à l'église, hein, si on se focalise sur la frise, et en même temps, c'est l'arrivée de la procession. D'accord. C'est comme si donc il avait Donc, voulu montrer exactement... Comme si on parcourait l'église. Exactement, comme si on y était. Alors que s'il avait présenté un projet, il aurait certainement commencé par le lancement de la procession et l'arrivée à la fin. Donc ça a été aussi une de mes réflexions. La litho, c'est pareil. La litho, si tu veux, à l'époque, c'est un peu aujourd'hui ce qu'est la photographie. Finalement, ça a été vraiment très utile pour faire des images. Si, entre nous, il avait pu avoir un appareil photo, il aurait photographié toutes ces scènes. Et il a vraiment fait un découpage de chaque groupe de saints. Mais ça ne suffit pas pour essayer de trouver une date, parce que je suis un petit peu compliquée. Tu as fait? Bah, écoute, j'avais donc comme indice le papier annonais qui se trouve sur le plat. 1850. À partir de 1850. Alors, c'est pas pile poil, mais tu peux quasiment être sûr que c'est à partir de 1850. J'ai sa date de mort, le pauvre, il meurt en 1864. Donc, ça me faisait une fourchette. C'est courte. Assez courte, mais enfin, c'est quand même pas très, très précis. Et puis, j'ai regardé chez mes confrères dans les catalogues. Eux, ils disent environ 1860. Donc, on était à peu près à la même conclusion. Mais par chance, j'ai cherché un petit peu plus loin et j'ai trouvé un recueil de lettres, car M. Flandrin écrivait énormément à sa mère et énormément à sa famille et à ses collaborateurs. Et en regardant les lettres, j'ai déjà appris qu'il avait refusé le travail parce qu'au départ, cette église, on voulait qu'elle soit décorée par Ingres, qui était un grand peintre à l'époque.
très classique, et tout le monde voulait que ce soit Ingres qui décore l'église. Et Ingres, il a refusé. Alors on s'est rabattu sur qui? Sur Hippolyte Flandrin, qui était son meilleur élève. Et les critiques d'art de l'époque disaient « Ah mais Hippolyte Flandrin, c'est Ingres en plus jeune, enfin, c'est la continuité du maître. » Mais lui, aimant énormément son maître et ayant beaucoup de morale, il n'a pas pu accepter. Ça a dû le perturber parce qu'il a écrit dans une lettre à sa mère en 1846 « J'ai dû refuser un travail et 250 000 francs. » Alors je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque, 250 000 francs, mais à mon avis, pour qu'il l'écrive, c'est que ça devait être une somme gigantesque. Et il a préféré dire non plutôt que de peut-être froisser son maître. Alors on a décidé de confier le travail à un monsieur qui s'appelle Picot, qui est un peintre également. Et puis donc on est en 1846. Mais pourtant là c'est Hippolyte. Eh oui, mais il y a eu plein de conflits politiques, il y a eu des événements à Paris, il y a eu des comment on peut dire, peut-être pas des guerres civiles, mais c'était très secoué. Donc des gens politiques ont changé. Si tu veux, il y a eu un peu un arrêt de toute la vie culturelle pendant plusieurs années. Et quand la crise a terminé, on a changé les gens au conseil municipal, à la paroisse, et on est revenu chercher Hippolyte Flandrin. Et là encore, il dit, bon écoutez, moi je veux bien, mais vous avez commencé avec Picot, alors on coupe la poire en deux. Alors en fait, Picot, il a peint le chœur, qu'on peut revoir là. Quand on arrive dans l'église, c'est vrai qu'on voit plutôt le chœur que la frise, tu vois. Voilà, ça au fond, c'est Picot. D'accord. Et la frise sur les côtés, c'est Flandrin. D'accord. Alors, je ne suis pas très critique d'art, mais les gens disent « Ah, ça ne va pas du tout ensemble. » Bon, moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Peu importe. Et le livre n'était pas signé? Alors, j'y viens. Mais alors, ce qui est le truc le plus fou, ce qui m'a fait trouver la date, c'est que il écrit à un collaborateur en 1854. Le travail est fini. Et il lui dit, dans une de ses lettres, il est très contrarié, il lui dit « Un de mes dessins est malvenu chez Le Mercier. » Alors ça m'a fait faire un bond, parce que Le Mercier, là c'est l'imprimeur. Oui. Ouais, tu peux le voir là, mais on le voit mieux sur la première page. Regarde, je vais te montrer. Regarde. L'imprimeur, l'éditeur, hein. Voilà, on le voit là. Alors ça, c'est typique de la litho, tu vois. C'est très fin et comme c'est granuleux, comme la pierre est granuleuse, ça fait des petits grains, hein, c'est un petit peu flou. Eh bien, un de ces dessins, en 1854, est malvenu à l'impression. Et il y est toujours ou... Alors ça, c'est un mystère. Est-ce qu'il en a refait un ou pas? Lequel, d'après lui, était malvenu à l'impression? J'en sais rien, mais en attendant, écrire ça en 1854, moi, j'avais résolu mon problème. Enfin, presque. J'étais content. Je me dis, bon, bah, c'est sûr, c'est 1854. Mais alors, pourquoi faire ce livre? Alors que l'église est peinte, c'est ça qui me troublait. Eh bien, je me suis dit, si c'est un catalogue, comme on pourrait imaginer aujourd'hui, pourquoi on fait un catalogue? Pour montrer où? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut montrer une œuvre? On la reproduit. On la reproduit, mais pour quelle raison? Pour la montrer à un public. Pour présenter son travail. Pour présenter son travail à un public. On fait une exposition, jeune homme. On va faire une exposition. Alors je me suis dit, mais il doit y avoir une exposition. Et en fait, l'exposition, c'est l'exposition universelle de 1855 qui se tient à Paris, qui dure 6 mois. Alors, t'as toute la France qui expose. Il y a évidemment les artistes. Hippolyte Flandrin fait partie des exposants. Il va montrer ses tableaux et il veut montrer au monde entier la belle église de Saint-Vincent-de-Paul. Et le moyen de le montrer, c'était de tirer un catalogue du travail. Et voilà comment on résout les enquêtes. Et alors, regarde ça, je vais te montrer quelque chose. Alors, j'ai trouvé ça dans un recueil, Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin. J'ai trouvé tous les indices. Et là, j'ai fait un bond parce que regarde la signature d'Hippolyte Flandrin. Ça, c'est un facsimilé d'une lettre. Et ben, on a une chance inouïe parce que l'ouvrage que
que Pierre m'a demandé de regarder, eh ben, il est signé, il est dédicacé par Hippolyte Flandrin, qui l'offre à un certain monsieur le docteur Guillet. Je crois que c'est Guillet. Voilà, regarde ça. Alors c'est épatant, hein. Voilà mon bonhomme. Mais écoute, Comment ce catalogue mystère bravo est devenu une belle histoire. un livre sans information et on retrouvait la date, Ouais. et l'histoire. Ah oui, c'est le détective.